Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux femmes. Si elles vivent toujours plus longtemps que les hommes, elles n'en restent pas moins victimes de nombreuses inégalités en matière de santé. La recherche, par exemple, va essentiellement travailler sur des standards masculins. Certaines pathologies seront également sous-diagnostiquées chez les femmes, comme les maladies cardiovasculaires, qui sont pourtant la première cause de mortalité féminine, et peu d'entre nous le savent. La santé des femmes, et en particulier leur santé cardiovasculaire, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. La santé des femmes est en danger. Pourquoi ? Bien parce que déjà leur mode de vie a changé. Ces 30 dernières années, nous vivons plus comme des hommes, ce qui veut dire plus de tabac, plus d'alcool, plus de stress professionnel. Et puis nous faisons trop souvent passer notre santé avant celle de notre famille. Des études ont également montré que l'intensité de la douleur chez les femmes était souvent sous-estimée. Peut-être parce qu'on est un peu moins chauchotte, je ne sais pas. On verra ça avec mes invités. En tout cas, une chose est sûre, tous les stéréotypes associés au genre féminin peuvent nuire à la qualité de la prise en charge, et en particulier dans le domaine cardiovasculaire. Bref, il y a urgence. Alors comment combattre ces inégalités et surtout comment sauver en particulier le cœur des femmes ? Eh bien, je le rappelle, les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité féminine. C'est 8 fois plus que le cancer du sein. Autant de questions que je poserai aujourd'hui à mes invités. Ils sont trois invités aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Bérangère Priault, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice études et nouveaux développements Harmonie Mutuelle Groupe Vive. Merci d'être avec nous. Docteur Catherine Monpère, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes à distance avec nous, mais merci d'être là. Vous êtes cardiologue et présidente de la commission Cœur de Femmes à la Fédération Française de Cardiologie. C'est bien ça. Et docteur Fabien Guès, un homme quand même, pour nous parler des femmes aujourd'hui, il nous en fallait au moins un, et pas n'importe lequel. Docteur Fabien Guès, cardiologue à Paris, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on s'attarde quelques instants sur ces inégalités hommes-femmes en matière de santé, parce que ces inégalités sont souvent abordées dans le cas du travail, mais rarement dans le domaine de la santé. Alors je le disais en introduction, ces inégalités, Bérangère, commencent dès les tests cliniques sur les médicaments. Exactement. C'est peut-être pas très connu du grand public, mais c'est vrai que les inégalités ne sont pas liées qu'au sexe. Elles sont beaucoup dues à des représentations sociales, des représentations du corps médical, de la recherche et aussi des patientes. On pourra en parler peut-être tout à l'heure. Mais par exemple, sur la recherche médicale, le fait de mettre dans les panels d'expérimentation des hommes et des femmes, ce qui tombe sous le sens, vous me direz, eh bien, n'est pas sous le sens parce qu'il a fallu attendre une loi du Congrès américain dans les années 90, en 1993, pour obliger les laboratoires à faire des tests avec des hommes et des femmes. Mais pourquoi Parce que quels étaient les arguments invoqués? Parce qu'on a parlé de sexisme. Oui, non, c'était pas du sexisme idéologique, c'était plutôt de dire que la femme avait peut-être des cycles hormonaux ou que ces hormones, que ces fluctuations hormonales pouvaient avoir un impact sur les résultats. Sa spécificité faisait qu'il fallait la protéger, justement, l'isoler des tests cliniques, alors même que, justement, ce qui est intéressant dans les tests cliniques, c'est d'avoir des terrains concrets et voilà. Donc ça va assez loin même parce que même les tests sur les animaux aujourd'hui, dans la plupart des cas, sont faits sur des animaux mâles. Ah bon ? Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, les choses ont changé. C'est plus comme ça aujourd'hui, on est sur une forme de parité, mais c'est quand même assez récent. Ça veut dire qu'on a des centaines d'années finalement de retard sur le sujet. Donc ça se fait, mais oui, non, c'est extrêmement... Bon, en tout cas, ça évolue dans le bon sens. Et également, si la majorité des connaissances médicales ont été élaborées à partir d'observations sur des modèles masculins, j'imagine que certaines maladies aussi propres aux femmes ont pu être aussi laissées de côté. Je pense à l'endométriose. On en parle beaucoup en ce moment, mais il y a encore quelques années, on n'en parlait pas du tout. Et il va y en avoir d'autres. Mais l'endométriose, effectivement, maintenant est mise sur le devant de la scène grâce notamment à des grandes associations comme Endo France, qui a commencé à porter une parole publique sur le sujet dans les années 2003. Et c'est qu'aujourd'hui, depuis 2-3 ans, que l'endométriose et tous les problèmes liés au l'endomètre sont enseignés en faculté de médecine. Vous voyez, et l'endométriose, ça atteint quand même une femme sur 7.
avec 7 ans d'errance médicale avant d'être diagnostiqués. Donc c'est vraiment majeur. Donc c'est une très grande victoire, mais il y a encore des maladies peu connues, peu investies, j'allais dire, peut-être par le corps médical. Comme par exemple tout ce qui est lié aux problèmes génito-vulvaires, aux maladies de la vulve, etc., qui sont la chirurgie pelvienne aussi, qui ne sont peut-être pas des matières extrêmement nobles, on va dire, mais qui sont la cause de pas mal de, sans être forcément des maladies graves, aussi graves que l'infarctus ou le cancer, mais qui sont sujets tabous, qui sont liés à des dysfonctionnements qui peuvent aller même jusqu'à vraiment handicaper la vie d'une femme. Et puis des études ont également montré que des situations dites d'urgence, comme l'infarctus du myocarde, les interventions et le temps de prise en charge seraient différentes en fonction du sexe et du sexe du patient. Ça paraît incroyable, c'est une réalité ça? Je m'adresse au cardiologue. Fabien Guèze. Oui, c'est une réalité, hein, puisqu'on pense qu'effectivement, il y a à peu près 1 heure de délai en plus avant l'admission, par exemple, pour un infarctus. 1 heure de délai? 1 heure de délai. Alors, les facteurs sont vraiment multiples. Hein. C'est d'une part peut-être sans doute un manque d'information chez les femmes. C'est une des premières causes. C'est également, ce sont des facteurs comportementaux avec peut-être un peu plus d'attentisme, un peu plus de crainte de déranger en appelant les secours. C'est une des causes également. Et puis, il y a également, au niveau des professionnels de santé, peut-être de moindre sensibilisation sur la prise en charge. Oui, c'est un phénomène culturel, un peu culturel. La femme, jusqu'à tout récemment, la femme était moins malade que l'homme, donc on prêtait un petit peu moins attention. Oui. Faut vraiment pardon. J'ai le souvenir, moi, de cette jeune femme de 42 ans qu'on m'a adressée en réadaptation, prof de sport, mince, alimentation impeccable, qui ressent des douleurs thoraciques vers 7 heures du matin. Elle se sent vraiment pas très bien, elle pense ne pas pouvoir aller travailler, elle se recouche, elle appelle son médecin traitant vers 8h30, qui lui dit « oui, effectivement, c'est sans doute lié à votre état de stress », elle était en période de divorce. Écoutez, je vous donne un rendez-vous cet après-midi, et les choses allant en s'aggravant avec un essoufflement, elle est hospitalisée en grande urgence. Hein. Et en l'interrogeant, elle me dit d'une part que vraiment, elle n'avait pas pensé 1 minute que ça pouvait être un infarctus, et quand je lui demande un petit peu quels sont les facteurs qui pouvaient effectivement induire cet infarctus, elle me dit « j'en ai pas ». J'ai un tout petit tabagisme, hein, c'est 5 à 10 cigarettes par jour, oui, quand même. Une contraception œstrogestative. Oui, il y avait quand même quelques facteurs de risque. Ouais. Voilà, donc effectivement, une méconnaissance. Un vrai problème d'information, effectivement. D'où l'importance de sensibiliser les femmes et aussi les hommes et les professionnels de santé également à ces inégalités, notamment sur le plan cardiovasculaire. Et vous allez le voir, il y a encore du travail et notre reporter Aurélien Romano est allé sonder quelques Français sur le sujet. Regardez. Sur les risques cardiovasculaires, infarctus, etc. Moi, je pensais que les hommes étaient plus à risque que les femmes. J'ai appris que non, que les femmes étaient plus à risque que les hommes, parce qu'en fait, les femmes continuent de fumer davantage que les hommes, notamment. Elles ne fument pas plus. Elles ont des problèmes hormonaux, donc probablement. Bon, on voit que ça a des incidences sur les hommes et les femmes tout à fait différentes. Donc pourquoi pas sur les maladies cardiovasculaires, mais je n'en sais rien, Peut-être plus d'obésité, moins d'exercice, je ne sais pas. Ouais. Bah oui, je mesure bien l'importance de s'alimenter correctement, oui. Sur les maladies cardiovasculaires, je pense que logiquement, il devrait y avoir l'alimentation, l'hygiène de vie, le stress peut-être. Il faut faire plus d'exercice, être moins gros, faire attention justement par rapport aux hormones, etc. Donc voilà. Après, même si ça avait été 40% les femmes, ça n'empêche pas de faire ces recommandations. Je sais pas, je pense que trop de gras, trop de sel, trop de sucre, trop de peut-être de produits carnés. Enfin, j'imagine que ça doit pas être terrible, ni pour les vaisseaux, ni voilà.
Bon, voilà, il y a quelques notions, notamment en hygiène de vie, en alimentation, etc. Mais ça reste quand même un petit peu flou. Fabien Guez, je le disais à l'introduction, les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les femmes. Quels sont les autres chiffres? Alors quelle est la deuxième chez les hommes? Oui, deuxième chez les hommes, ouais, ça on le sait ça, pas. oui. Et quels sont les autres en intro, chiffres plus les femmes font, je crois, 8 à 10 fois plus de problèmes cardiovasculaires que de cancer. Mais quels sont les autres chiffres à retenir alors, qu'il faudrait avoir en tête? Les autres chiffres, c'est que on sait, hélas, on étudie le cœur de la femme depuis quelques dizaines d'années seulement, c'est peu, par rapport à ce qu'on fait depuis, et on sait que anatomiquement, physiologiquement, la femme est un petit peu, heureusement, tant mieux pour vous, différente de l'homme. Et c'est vrai qu'elle a un réseau, par exemple, coronarien qui est un petit peu différent de l'homme. C'est-à-dire que le diamètre des artères peut être un peu plus fin. Les femmes ont des coronaires un petit peu plus fines plus à risque chez les hommes. Donc c'est vrai que quand on a un infarctus, le pronostic est un petit peu plus sombre chez les femmes que chez les hommes. D'accord. Et les femmes meurent plus lors d'une première crise cardiaque que les hommes? Elles meurent un peu plus que les hommes. D'accord. J'avais un chiffre 50% contre 30% chez les hommes. Tout à fait, oui. Ça, c'est une notion qu'on n'a pas forcément. L'association pilule-tabac multiplie aussi jusqu'à 5 le risque cardiaque. Donc, gros problème. Ouais. Le gros problème qu'on retrouve chez les femmes jeunes, qu'on retrouve aussi chez les femmes jeunes. Je vois à l'hôpital des embolies pulmonaires, des AVC chez des femmes de 25 ans qui associent tabac-pilule, quoi. Alors, comment sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le cœur des femmes est en danger? Il y a plusieurs raisons. Je le disais, le mode de vie des femmes a changé en 2 générations. Elles vivent de plus en plus comme des hommes, elles fument plus, elles boivent plus, elles traitent plus, elles bougent moins. Elles travaillent plus, donc elles stressent. Elles travaillent plus, justement. Je crois qu'au niveau du travail, il peut y avoir aussi des inégalités à pointer. Oui, tout à fait, qui sont assez peu connues aussi, puisque si on prend le prisme du travail salarié aussi du monde de l'entreprise, il y a certainement des salariés qui nous écoutent en ce moment même. Dans le champ des maladies professionnelles, en fait, le taux d'accident du travail et de maladies professionnelles des femmes a augmenté de 40% sur ces 20 dernières années, alors qu'il a baissé globalement de 11%. Donc il y a maintenant une survalence des accidents, parce que là aussi, il y a sous prise en compte des risques et mauvaise prévention. Depuis 2014, dans le document unique des risques professionnels, en fait, on est obligé de prendre en compte le genre, puisque en fait, parlons de ça, c'est bien de ça dont il s'agit. On est obligé de prendre en compte le genre pour faire des politiques de prévention. C'était pas tout à fait le cas avant. Et les inégalités, effectivement, on parlait des modes de vie, c'est majeur. Bien s'alimenter, prendre soin de soi, être bien logé, etc., c'est pas possible quand on est en précarité, et la précarité concerne quand même à 70% les femmes. Tout ça peut être des facteurs de risque, et notamment sur le plan. Donc il faut aussi agir, finalement, une bonne santé, c'est aussi agir sur les facteurs économiques. Bien sûr. On sait qu'il y a un écart d'espérance de vie de 7 ans entre l'Est de l'Île-de-France et l'Ouest de l'Île-de-France. Pour dire. Ça veut tout dire. Alors j'aimerais qu'on dise quelques mots sur les hormones. Dans le micro-trottoir, on entendait une personne qui en parlait. Vous nous parliez tout à l'heure de l'association pilule-tabac qui formait un cocktail plutôt explosif. Si les problèmes cardiovasculaires surviennent généralement 10 ans plus tard chez les femmes que chez les hommes, c'est en raison de l'effet protecteur des œstrogènes, sauf qu'aujourd'hui, 11% des femmes qui font un infarctus ont moins de 50 ans, contre 4% il y a 20 ans. Ça, c'est dû à quoi? Parce que l'effet protecteur des hormones, il est contrebalancé largement par le tabac, par un mode de vie qui n'est pas idéal. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la pilule qui contient des œstrogènes de synthèse n'aura pas l'effet protecteur des œstrogènes naturels, docteur Monpère, on est bien d'accord? Alors c'est tout à fait exact, mais j'allais dire qu'au-delà de ces œstrogènes, c'est surtout effectivement l'environnement, et en particulier le tabagisme, qui va jouer un rôle majeur, avec, on l'a vu, un risque qui peut être multiplié jusqu'à 12 de faire un infarctus du myocarde. Il est vrai que, par exemple, une étude qui va sortir, qui concerne des femmes françaises de moins de 50 ans qui ont fait un infarctus, près de 80% de ces femmes fumaient. Donc, la première cause, effectivement, d'infarctus chez les jeunes femmes, c'est le tabac, en sachant qu'un tiers de ces femmes qui fument sont, 2 tiers, de ces femmes qui fument sont sous contraception œstroprogestative. Et c'est un rôle majeur. Donc, c'est comme si, finalement, cette protection hormonale réelle liée aux œstrogènes
pendant la vie génitale de la femme étaient gommés finalement par ces facteurs de risque, dont le tabac en première cause. D'accord. D'autant que certaines femmes, jeunes femmes, je les vois au cabinet, arrêtent de prendre leur contraceptif. Quand on leur dit que l'association est délétère, plutôt que d'arrêter de fumer, elles arrêtent, elles arrêtent la pilule plutôt que le tabac, d'accord. Et quid du traitement hormonal substitutif de la ménopause? Est-ce qu'il aurait un effet protecteur sur le plan cardiovasculaire ou pas? Parce que là, pour le coup, on utilise des oestrogènes naturels ou dits bioidentiques, c'est-à-dire qu'il y aurait la même structure moléculaire. Oui, effectivement, c'est une question qui a fait débat et qui continue à faire débat, avec des positions qui ont été extrêmes au cours de ces dernières décennies. Ce que l'on peut dire, c'est que pour une femme qui n'a pas d'antécédents cardiovasculaires, et j'insiste là-dessus, le fait d'arriver en période ménopausique, d'avoir des symptômes, en particulier des flushs vasomoteurs, est une excellente indication à un traitement hormonal substitutif, à condition, vous l'avez noté effectivement, d'un mode d'administration d'hormones qui soit naturel et qu'elle soit donnée non pas sous forme orale, mais sous forme transdermique. Et effectivement, elles auront un effet au moins, sinon de prévention, sinon au moins de limiter les symptômes, ce qui est quand même oui, pour les symptômes, mais sinon, en tout cas, il n'y a pas d'effet plutôt délétère, mais ça n'a pas un effet. Pour l'instant, les études n'ont pas montré d'effet vraiment protecteur du traitement hormonal substitutif. Bon, alors qu'on en a sur je crois que les seuls bénéfices, c'est sur la fracture du col du fémur. Il y a moins de fractures du col du fémur. Ce qui est déjà ça. C'est déjà pas mal. Ça, c'est bien, mais sur la ménopause, indépendamment du sujet qui est extrêmement intéressant, il y a quand même un sujet du suivi des femmes autour de la ménopause. Et quand on dit ménopause, c'est péri, avant, pendant, après, parce que beaucoup de femmes sortent quand même un peu du système en fait de suivi et de santé générale à cette époque-là, surtout si elles ont des manifestations qu'elles connaissent pas très bien. Moi, j'en fais une étude actuellement avec un certain nombre, un groupe de femmes. Et on rencontre des gynécologues qui nous disent qu'il y a 30% de femmes à partir de 50 ans qui sont plus suivies par un gynécologue parce qu'il n'y a plus le sujet de la maternité, de l'aide à la maternité. Et donc, les femmes sortent du système, en fait. Et on parle de déserts médicaux, mais en fait, il y a aussi les gens qui désertent les déserts, vous voyez. Donc, non, mais ça fait beaucoup de déserts, au final. Mais un conseil qu'on pourrait donner quand même à toutes les femmes avant de commencer un traitement hormonal substitutif, c'est d'aller faire un bilan chez un cardiologue. Parce que souvent, à 50 ans, les femmes n'ont jamais vu un cardiologue de leur vie, si elles n'ont pas eu de problème particulier, on est bien d'accord. Évidemment, à partir de 50 ans, à peu près à partir de 50 ans, on va dire, s'il n'y a pas de facteurs de risque associés. Et sinon, bien sûr, avant, s'il y a des facteurs de risque associés. J'aimerais qu'on revienne sur le diagnostic en lui-même. On entend beaucoup dire qu'effectivement, chez la femme, les symptômes seraient beaucoup moins spécifiques que chez l'homme. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça? Non, il faut bien sûr ne pas zapper sur les syndromes classiques, la douleur thoracique, notamment une douleur thoracique à l'effort ou au repos évidemment, avec l'irradiation, la fameuse douleur classique. Mais c'est vrai qu'on peut avoir aussi, dans certains cas, des formes relativement frustres, qui sont plus rares heureusement, mais qui sont une fatigue soudaine, simplement des douleurs limitées aux irradiations, des douleurs ailleurs que de la douleur thoracique. Mais c'est vrai qu'il faut surtout aussi sensibiliser sur le fait que chez la femme comme chez l'homme, la grosse douleur thoracique avec constriction, d'oppression, d'impression d'écrasement thoracique reste le symptôme le plus fréquent à surtout ne pas appeler. Mais c'est vrai que chez la femme, même sur le plan électrocardiographique, la femme a parfois des électrocardiogrammes qui sont un peu différents de ceux des hommes. Donc il faut être un peu plus attentif. Et c'est vrai qu'on a moins tendance à penser à ça chez la femme, du fait, je dis, de cette culture. Que les maladies cardiovasculaires, ça reste une maladie d'homme. Bon, maintenant, je pense que le message commence à passer un peu. Mais c'est vrai qu'en fonction aussi de nombreux des facteurs de risque qui sont associés, il faut penser à des symptômes qui sont un peu plus atypiques que la vraie douleur thoracique. Et puis, d'après les statistiques, les femmes font toujours moins de sport que les hommes, quand même. Et ça aussi, ça peut avoir des conséquences sur le plan cardiovasculaire.
Évidemment, oui. Je ne sais pas si c'est une question de sexe, puisque chacun fait ce qu'il veut, chacun est responsable de soi, mais c'est vrai que d'une manière générale, évidemment. Parce qu'elles ont peut-être moins de temps, alors là, c'est encore un problème d'inégalité. On revient en fait aux différents exercices de l'activité professionnelle. Voilà, je pense qu'il y a le problème de la sédentarité qui est un vrai sujet, en fait. Après, je pense qu'on est d'accord, le sport, c'est une chose, l'activité physique, c'est déjà un peu différent, mais il y a beaucoup de travail sédentaire. Et donc, sédentarité aussi des adolescents et adolescentes, du fait de cette addiction aux écrans. Je veux dire, les adolescents font moins de sport, ils dorment plus mal, ils vont développer d'ailleurs ils sont moins concentrés, ils sont plus fatigués, bien sûr. Alors justement, quel sport choisir pour préserver son capital cardiovasculaire? Parce que même les minces doivent faire du sport. Et bien, parmi les sports les plus souvent pratiqués par des femmes, il y a ce qu'on appelle la gym d'entretien, comme la gym tonique. Une pratique qui allie la musculation et la stimulation cardiaque. Alors comment se déroule une séance de gym tonique? C'est un reportage de Cédric Manet et Nick Ressman. Regardez. La marche du crabe, des échanges rapides de balles en équilibre précaire, en position de pompe ou de gainage, des marches hyper rythmées. Pendant ce cours de gym tonique, le cœur des femmes est très sollicité et ça va durer 1h30, mais au bout d'un quart d'heure... C'est déjà dur, mais on aime ça, il revient toutes les semaines. Il y a 4 tours et l'effort il va être progressif. Et en effet, ce n'est que le début. Le temps d'effort il va augmenter, le temps de récup du coup il va diminuer. Sachant que ça fait 4 semaines qu'on progresse de semaine en semaine là-dessus, voilà. Ça va être plus dense encore cette semaine. L'idée est de travailler sur le long terme, notamment pour stimuler l'activité cardiaque. Et pour les habitués, le résultat se voit déjà au quotidien. Ouais, peut-être plus de résistance quand il faut courir après un bus, ou quand on fait de la rando en montagne. On n'a pas l'impression d'être essoufflé en faisant du vélo, ou en tout cas c'est un tout. Ça paye d'insister donc, même si chacune de ces femmes se fixe des limites, en veillant à ne pas sursolliciter le rythme cardiaque. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de venir à ce cours-là, c'est d'aller au-delà, mais pas trop au-delà. Je me fais jamais mal, mais je sais qu'à chaque fois je suis allée un peu plus loin que ce que j'aurais fait toute seule. C'est toujours une question de nuance en fait. Oui, il faut savoir monter dans les tours et aller sur de la haute intensité, mais il ne faut pas que ce soit ça chaque jour en fait. C'est sur le long terme. Alors au début ça peut être cool et en plus on a cette sensation de dépasser, mais sur le long terme ça peut juste devenir négatif en fait. Ce cours de gym tonique est donc un bon exercice pour le cœur s'il est maîtrisé. Le coach qui l'anime conseille de le compléter d'exercices plus doux, comme la marche ou le vélo. Bon, vous en pensez quoi de la gym tonique pour la santé cardiovasculaire? Parce que ça bouge bien quand même, il faut faire attention. Je dis toujours, le sport qu'il faut faire, c'est le sport qu'on aime déjà. Le sport corvée, ça ne marche pas du tout. Ce qui compte, c'est la régularité. Je de pratiquer une fois par semaine, c'est pas franchement l'idéal. Il faut faire une grosse séance de musculation une fois par semaine. L'idée, bien sûr, l'idée, c'est d'allier les deux, c'est d'allier l'endurance et la résistance. En fait, il vaut mieux aller marcher tous les jours 35 minutes d'un pas rapide que de faire une grosse séance de sport. Une marche rapide, c'est le meilleur de tous les sports. C'est plus facile à faire. Quitter sa voiture, en ce moment, c'est plutôt d'actualité. Oui, donc voilà, justement, profitez-en pour marcher. C'est un mode de vie plutôt qu'à chaque fois, effectivement, la performance ou la gym. Il y en a qui sont bien dans l'eau. J'ai senti que la gym tonique, c'était pas votre truc. Oui, j'étais très impressionnée par le reportage, effectivement, là, je me sens pas du tout à la hauteur, mais non, mais on peut faire de la natation si on aime nager, on peut faire c'est surtout la régularité qui compte. Quel que soit le sport, il n'y a pas un sport qui est recommandé plus qu'un autre. Surtout le gros problème aussi qu'on a, c'est la reprise de l'activité physique. Il faut que cette reprise soit vraiment adaptée, il faut qu'elle soit vraiment très progressive. Je dis toujours, le sport c'est comme les miles Air France, ça monte lentement et ça descend très vite. C'est vraiment pas un capital, c'est assez ingrat l'activité physique. Il faut vraiment le faire régulièrement et surtout on a beaucoup de problèmes, pas seulement cardiaques d'ailleurs, à la reprise du sport. Les gens vont trop vite. Au mois de mai, toutes les femmes veulent perdre 45 kilos et tous les hommes veulent ressembler à Schwarzenegger pour l'été. Donc il faut aller vraiment, par exemple, plus c'est progressif, plus on est progressif et lent, plus on va haut et loin. Et l'implanter partout, y compris dans les entreprises. Ça, c'est aussi ça peut être aussi des moments. Alors ça, on a fait beaucoup d'émissions sur le sport en entreprise. Non, mais je disais mais vous avez raison. Il y a une question de temps aussi pour les femmes. La gestion du temps des femmes, et de pouvoir faire du sport sur leur lieu de travail. Forcément, ça va les encourager à faire du sport. Et puis aller consulter un cardiologue, peut-être même avant la reprise du sport, si on n'en a pas fait depuis des années. Alors juste pour terminer, comment ça se passe une consultation en cardiologie? Parce que peut-être que ça fait peur à certaines femmes justement d'aller voir un cardiologue en se disant voilà, qu'est-ce qu'il va me faire? Il me met des électrodes partout, est-ce que ça va faire mal? J'ai rien contre les dentistes, mais on n'est pas des dentistes quand même. On a déjà fait une émission interrogatoire, c'est facile. Le dentiste, mais c'est pas gentil pour les dentistes. moi je sais que j'ai des copines qui n'ont pas forcément envie d'aller voir un cardiologue parce qu'elles ne savent pas trop à quoi s'attendre. Ah oui, pourtant c'est un examen clinique, un interrogatoire, un électrocardiogramme, une échographie
dans la foulée, j'appelle ça une échoscopie. Voilà, on regarde un peu les carotides, point final. Hein. On va voir s'il n'y a pas un petit dépôt d'athéromatose sur les artères. Il y a quelque chose de relativement simple aussi, c'est évaluer un petit peu son risque. Je vous invite par exemple à aller sur le site de la Fédération de cardiologie. Vous avez un petit onglet qui s'appelle « Je me teste ». Et en quelques clics, à partir effectivement, on vous demande votre sexe, votre âge, quelques critères, et vous avez à partir des nouveaux Euroscore là qui sont sortis, où il y a quand même beaucoup plus de femmes qui sont intégrées, une évaluation. Donc vous êtes vert, orange, rouge, et ça aussi, ça peut être un indicateur pour aller voir votre cardiologue. Voilà, ça peut être des petites choses simples. La Française de cardio le fait très très bien, vraiment le fait très très bien. Eh bien, merci en tout cas pour ce dernier et précieux conseil. Voilà, j'espère que nous aurons nous aussi sauvé quelques vies aujourd'hui grâce à cette émission. Merci à tous les trois, c'était vraiment passionnant. Merci à Valérie Darmon, la rédactrice en chef de cette émission, et à Margot Miller de m'avoir aidé à préparer ce numéro. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Merci. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.